Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Fred pour la nouvelle FAQ. On va passer un bon week-end. Impeccable. Bon, j'ai le soleil dans les yeux. Hein. On essaie parce qu'il fait beau en ce moment chez nous. Il gèle mais il fait beau. Allez, on démarre. Pensez à nous mettre les amis en commentaire s'il y a des sujets en particulier qu'on aborde. Comme je dis à chaque fois, on le fera avec grand plaisir. C'est parti, première question. Nicolas Minko qui nous dit la meilleure soumission quand on est en position montée pour toi. Fred, ta soumission préférée quand tu es en position montée? En grappling, MMA, plus en général, ouais. Bah vas-y, on va dire pour les deux. En grappling, c'est comme il n'y a pas les coups, c'est pas vraiment une position évidente parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait que défendre, il n'y a pas énormément de finalisation. Après, si je devais en choisir une, c'est essayer de travailler sur le katagatame. Katagatame, bras tête, ce qu'a fait contre Do Bronx Islam Makhachev. Pourquoi? Parce que au pire, même si ça passe pas, bah vous êtes toujours au-dessus. Moi j'aime bien privilégier les finalisations où si ça passe pas, bah tu es encore dans une bonne position. À l'inverse d'un Jujigatame par exemple, où tu pourrais perdre la tu te position. foires et que le mec se retrouve au-dessus. Surtout en MMA où quand tu es en dessous, c'est quand même avec les frappes, c'est pas l'idéal. Donc moi je suis pas un grand fan de la montée. Beaucoup trouvent qu'elle est encore surcotée aujourd'hui, que on la prend beaucoup par rapport au pointage de IBJJF, mais que maintenant, que tu regardes bien, Khabib la prenait très peu. Il restait en 100 kg, enfin en side control. Et après, maintenant, ça revient un peu plus à la mode avec Gordon Ryan en grappling. Gordon Ryan met tellement une pression énorme. Il y a des détails que MMA, les mecs n'ont pas. Exactement. Donc du coup, pas une position favorite, mais si je devais choisir, je dirais le katagatame. Moi, pareil. Pareil, en fait, c'est une technique que j'aime bien. Et en plus, tu risques moins de perdre la position. Faire attention qu'il n'explose pas, quoi. Justement, quand il isole le bras. Mais après, c'est bien la montée pour faire réagir, pour prendre le dos en général. Ouais, c'est plus ça, surtout en MMA avec les frappes, c'est plus une transition, on va dire. Mais bon, après, il n'y a pas ces cas de. Miyakana, mais on n'en voit jamais, c'est pas. Jay de la chance coaching 9.9. C'est notre star, lui. Yes. Pourquoi on ne différencie plus les types d'hypertrophie? En fait, ça a été, parce que je vous explique, pour ceux qui ne savent pas, il y avait deux sortes, en gros, qui étaient avancées, deux hypertrophies. L'hypertrophie myofibrillaire et l'hypertrophie sarcoplasmique, c'est ce qui était avancé. Alors, en gros, ils ont démontré qu'il n'y avait pas réellement deux hypertrophies, tu vois, distinctes. Maintenant, je trouve que c'était une bonne façon de vulgariser un type de travail donné, et surtout un type d'intensification et de méthode d'entraînement qui pourrait être utilisé par les préparateurs. Donc moi, ça ne me dérange pas quand un mec me dit je fais de l'hypertrophie sarcoplasmique, parce que je vois ce qu'il veut dire. Maintenant, c'est plus compliqué que ça. C'est plus, il faut parler de stress. Et il faut jouer sur tous les stress qui provoquent l'hypertrophie. Et du coup, en partie, l'anabolisme. Mais voilà, c'est pour ça, parce qu'en fait, scientifiquement, il s'avérerait qu'il n'y a pas trop de distinction entre l'hypertrophie, quoi. C'est juste qu'après on a catégorisé et on l'a justifié avec des tempos, avec des méthodes d'entraînement, etc. Et c'est ce qui a fait que du coup est sorti ces appellations. Mais voilà, mais après il y a quand même une part de vérité, hein. Ça sort pas non plus, c'est pas sorti d'un chapeau comme ça, hein. Il y a quand même une part de vérité scientifique derrière ce sujet-là. Voilà, mon Jay. Lionel Bellina. Est-ce que la physiologie d'un athlète est l'élément primordial pour atteindre le haut niveau? Bon, je pense que pareil, il parle de physiologie, il parle de génétique. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Fred? Primordial à haut niveau, ça y joue. Enfin, ça dépend des sports. Les sports où, par exemple, la génétique, ouais, si. Je pense que, le top 5 de toutes les catégories, c'est des monstres génétiques. Ouais, génétiquement, ouais. À haut niveau, oui. Après, on ne s'en rend pas forcément compte. Hein. Oui, en fait, c'est plus parlant dans des disciplines comme le 100 mètres, comme peut-être le basket. Mais en MMA, si. Maintenant, plus on tourne avec des mecs de haut niveau, plus on se rend compte que ça dépasse l'entraînement, ça dépasse même le contexte. Là, franchement, c'est limite presque une part de loterie, presque. Parce que vous voyez Abdul, par exemple, c'est un monstre physiquement, vous vous rendez pas compte, mais là il a combattu à Bordeaux, il a combattu donc, contre des mecs qui font que du sol, donc qui s'entraînent qu'au sol, il a combattu en Kim,
et en grappling. Il a gagné 4 médailles. Il a gagné sa catégorie et l'absolute. Donc, il a quasiment, je pense, soumis tout le monde. Donc en fait, il a des qualités. Non seulement il est talentueux, mais en plus il a des qualités athlétiques qui sont supérieures à la moyenne. Donc même s'il affronte des mecs qui s'entraînent tous les jours, du lundi au samedi, dans une discipline donnée, donc le sol, mais ça ne le gêne pas, parce que comme non seulement lui s'entraîne tous les jours aussi, mais en plus de ça, il a des qualités qui sont tellement supérieures aux autres, physiquement. Et en plus maintenant, avant il avait des qualités physiques qui étaient supérieures, mais il n'avait pas on ne le préparait pas. Il ne faisait pas de prépa physique. Là maintenant, en plus de ça, on lui fait une prépa physique la plus professionnelle possible. Donc où on prend tout en considération. Donc si un mec doué, en plus il est bien entouré, bien encadré, Beto Ramos fait un super travail au niveau tactique et tout avec lui, et technique. Après nous on fait tout ce qui est physique et pareil, et on le lit au schéma technico-tactique, ben, ça en fait un mec qui en devient très redoutable. Après c'est pas que la génétique, bien sûr il y a plein de choses, mais plus tu vas dans le haut, plus tu t'aperçois que le facteur génétique il est ultra important en fait. Tu prends tous les champions là, c'est que des tueurs, physiquement c'est des monstres. Là, après, le travail a ses limites. Bien sûr que la génétique ne suffit pas à elle seule, mais t'as beau être dans le meilleur club au monde, t'as beau travailler comme tu veux, au bout d'un moment, il y a une part de... Tu vois, les deux meilleurs poids lourds, Cyril et Francis, mais c'est des monstres, quoi, physiquement. Cyril, il bouge comme un léger, mais il fait 115 kilos. Francis, c'est une force en nature. Et à un moment donné, c'est des mecs, tu peux pas l'expliquer, quoi. Tu vois, c'est des mecs, c'est des titans. Donc oui, arrivé à un certain niveau, malheureusement, le travail ne suffit plus. Et je crois pas qu'il y ait des gens lambda, moi, qui arrivent. En fait, je pense dans le top 5 UFC non plus, Moi, je crois pas. En fait, il y a des gens que vous allez on croit qu'ils sont lambda. C'est-à-dire que vous allez les voir, vous allez dire, oh, lui, il est pas exceptionnel. Un mec comme Mansour, on m'avait dit qu'il avait une force de fou. Mais quand tu le voyais combattre, Mansour, pas très explosif, boxe en ligne, quand tu le vois coller, bon, il fait rien d'exceptionnel, tu vois, techniquement parlant. Il fait pas fluide, tu vois. Et en fait, quand tu tournes avec lui, il suffit d'un round, et tu dis, ah non, mais c'est bon, j'ai compris pourquoi il bat les mecs, quoi. Tu n'as plus aucun doute. Abdul, vous le voyez, il fait des pirouettes. Tu vois que c'est... c'est plus parlant, C'est un singe, Abdul. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais par exemple, un mec comme Belal Mohamed, tu vois, quand tu le vois comme ça, tu dirais pas, mais il doit avoir un truc. Oui, il a quelque chose qu'on ne se rend pas compte. Mais voilà, et je sais qu'il y a des mecs, c'est parlant. Et après, bien sûr que tu as des mecs qui arrivent à percer, mais pas au très très haut niveau, qui arrivent à accéder à un bon niveau, on va dire. Mais comme ils n'ont pas des qualités supérieures à la moyenne, ni en termes de schéma d'apprentissage, ni en termes de qualité athlétique. C'était BJ Penn apparemment qui avait des qualités athlétiques qui étaient incroyables. D'ailleurs, il y a cette fameuse vidéo où il sort de la piscine là. Ouais, avec je sais plus quoi, 1m20 d'eau et bam, il saute par dessus. Et hop, il sort de la piscine. Et ça, il disait, il y avait un préparateur physique, je ne sais plus c'était qui avait dit ils sont 5 ou 6 dans le monde pour pouvoir faire un truc pareil. Même il arrivait à passer sa jambe par derrière sa tête sans utiliser ses mains pour la rétention de garde, c'était énorme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'il met sa jambe derrière la tête sans utiliser sa main. Et ça, comment tu veux passer une garde comme ça? Ça, il l'a pas travaillé, c'est une part de génétique. Donc voilà, oui, après, malheureusement. Après, bien sûr que rien ne résiste au travail, mais bon, il y a jusqu'à une certaine limite. Rantom1305 qui nous dit cardio ou plus renfo pour la lutte? Alors, c'est une question que j'ai prise, parce que c'est une question qui revient régulièrement, mais pour d'autres disciplines également. Alors, ça dépend de l'individu. Il y a des mecs qui ont un cardio de malade, mais qui n'ont pas musculairement, qui sont un peu à la ramasse. Et tu as des mecs que c'est l'inverse. Musculairement, ils sont là, mais ils n'ont pas trop de cardio. Ça va être en fonction de toi. Donc, il n'y a pas vraiment de vraie réponse. Maintenant, comme on dit, la lutte, il faut avoir de l'endurance de force, il faut être explosif et avoir un bon timing. Il faut être bien renforcé partout, parce que la lutte, c'est un sport qui peut vite blesser. Ça peut vite blesser, et surtout, c'est un sport très difficile, très exigeant physiquement. Je pense que c'est un des sports les plus durs que j'ai pu pratiquer. Donc je ne dirais pas plus l'un ou plus l'autre, ça va dépendre de tes objectifs, ça va dépendre de tes capacités, de là où tu en es actuellement. Et en fonction de là, c'est à toi après de travailler pour essayer de trouver le bon schéma tactique, physique, la bonne préparation physique que tu vas devoir exploiter par rapport à tes capacités propres. Yanis Niciliano, ton avis sur le casque en sparring? Existe-t-il des études qui évaluent son impact? Alors, on en avait déjà parlé. Alors, le casque, c'est très bien pour les coupures. Pour les coupures. De mémoire, parce que j'ai essayé de rechercher un papier, du coup, comme j'ai vu cette question, et je ne l'ai pas retrouvé. J'avais lu un truc... ça accélérait pas les commotions, mais j'avais vu autre chose. Accentué, non?
Non, je ne sais plus exactement. Ça avait été quantifié, ça. Ça avait été mesuré. Mais je ne sais pas si ça avait été mesuré. Le doute que j'ai, c'est que je me dis que je ne sais pas si ça avait été mesuré réellement sur le cerveau. Je ne sais pas si ça n'avait pas été réuni. En fait, je ne sais pas s'ils n'avaient pas mis une protection sur un muscle, ils avaient frappé. C'était un truc comme ça que j'avais lu. Et en fait, ils s'apercevaient que quand tu prenais le coup, par exemple, sans rien, eh ben, l'onde était moins propagée. D'accord. C'était plus compliqué que ça, hein, je vulgarise, mais en gros, c'était ça l'idée. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens aussi qui ont avancé que ça pourrait augmenter les commotions. D'accord. Je ne sais pas réellement si ça a augmenté, je ne sais pas si c'est une incidence si significative. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a moins de KO. Ça, j'avais vu les stats à l'époque, il y a très longtemps, il y a 7 ou 8 ans, quand j'étais à l'INSEP, il y a moins de KO avec les casques. Tu sais, en amateur qu'en pro. Ah oui. Voilà. Ouais. Que sans casque. Donc, ce qui a une raison quand même, hein, Oui. au bout d'un moment. Et les coupures. Bien sûr, c'était beaucoup utilisé pour les coupures, le casque. Donc voilà, oui, je pense quand même que ça a une réelle utilité. Maintenant, effectivement, est-ce que ça va empêcher d'avoir des lésions? Je pense pas du tout. Après, parce qu'il y a le casque, il faut non plus s'arracher non plus. C'est pas non plus. Empiriquement, moi personnellement, et toi je pense c'est pareil, moi je trouve que ça sonne plus quand je prends des coups avec le casque. Je sais pas toi. En plus, il y a moins de vision, il y a moins de. Après, il faut en faire un petit peu, mais c'est pas parce qu'il y a le casque, souvent on pense casque, on peut y aller 100%. Moi, dans tous les cas, que ce soit casque ou pas casque, je préfère toujours privilégier toujours la qualité et la quantité. Donc, du coup, casque, il faut, quand c'est des sparring un peu plus appuyé que d'habitude. Et pour pas prendre de risque avant une compète, quoi. Ouais. Pour surtout les coupures, hein, c'est que pour vous Mais handicaper. c'est pas le produit magique qui fait que vous allez avoir à éviter tous les problèmes. Adrien Sportlife, bonjour, selon vous, faut-il ajouter des glucides dans sa boisson intra-training muscu? Alors ça dépend. Ça dépend de ce que tu as consommé avant, ça dépend combien va durer sa séance, ça dépend de la séance que tu vas effectuer. C'est assez difficile quand même d'utiliser le glycogène, hein. C'est assez complexe, surtout dans nos disciplines. Même à la rigueur, moi quand je chaîne prépa physique et derrière sport de combat spécifique, à la rigueur que je prenne des glucides ça peut être pertinent, mais pas forcément pour quelqu'un qui ferait peut-être que de la muscu. Maintenant oui, il y en a, moi j'en ai pris tout le jeu, toi je sais que t'en prends aussi, mais voilà, après il faut pas oublier non plus quand même que c'est un apport calorique qui peut être assez conséquent, hein, quand vous êtes en sèche. Maintenant, c'est sûr que d'avoir une source de glucides de qualité pendant que tu t'entraînes. Ça fait jamais de mal, c'est pas. Et puis tu as le sentiment aussi que tu peux tenir plus longtemps. Ouais, voilà. Il y a aussi une part de... Ça aussi, ça y fait. Tu as quand même cet effet-là. Et moi, rien qu'une boisson, par exemple, je vais donner un exemple, mais les boissons de BCA, vous savez, qui ont zéro glucides, mais qui ont un goût un peu sucré, ouais. eh ben, ça a une incidence aussi. J'ai l'impression que je performe mieux. Ouais. C'est psychologique. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je consomme du sucre. Donc voilà. Et ça, par contre, on le sait. Hein. C'est prouvé, on sait que par exemple, si le corps des fois n'est pas capable de faire la distinction entre ce que tu assimiles et ce que tu goûtes. Lui, il croit par exemple, c'est pour ça qu'on dit que quand tu fais des cuttings, il faut se mouiller la bouche, etc. C'est des stratégies à mettre en place. Mais oui, après il y a plein de papiers, je vous ferai carrément une vidéo, je pense, sur ça, parce que c'est intéressant. C'est une bonne question, ça, où carrément je vous le détaillerai avec des études scientifiques à l'appui. Et surtout, la source de glucides va être extrêmement importante, parce que maintenant, on en a beaucoup, on en a plusieurs avant d'en avoir. Parce que le glucide, ça veut tout et rien dire. Ça veut tout et rien dire, les glucides. Par exemple, si c'est du fructose, c'est pas une bonne idée. Mais par contre, si vous avez d'autres glucides, et d'autres sources de glucides, pardon, là, ça peut être intéressant. Jean-Louis 4440. Bonjour Clément et Fred. Merci pour la vidéo, merci à toi. Pour faire suite à votre vidéo de présentation de votre salle, pouvez-vous nous parler plus en détail de votre tenue d'électrostimulation et de ses avantages dans la préparation physique? Alors ça, il faudra qu'on fasse une vidéo aussi. Ah ouais. L'électrostimulation, nous on adore, hein, Fred. Ouais. Alors on adore sur les autres. Hein. Sur nous, ça fait mal. Ah, après, ouais. Enfin, on n'a pas la douleur, mais il y a quand même des avantages. Quand même. Alors, l'électrostimulation, c'est exceptionnel. Je pense vraiment que c'est un outil exceptionnel, vraiment les amis. Hein. Le problème de l'électrostimulation, c'est la douleur. Voilà, pour moi, c'est la douleur. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment avoir des résultats ultra intéressants, parce qu'il y a de quoi avoir des résultats très intéressants, surtout sur les réhab, les réathlétisations et tout, surtout si vous êtes, par exemple, je sais pas moi, vous avez un membre, vous avez la main cassée par exemple, mais vous pouvez solliciter vos biceps, vos triceps et tout, vous vous rendez même pas compte de ce que vous pouvez vous infliger, c'est un truc de fou. Mais, moi c'est la douleur, c'est-à-dire que, je vous dis, c'est un outil exceptionnel, je pèse mes mots, je dis bien exceptionnel, mais moi j'arrive pas à tenir quoi. Moi, Fred, il le sait, quand même les met surtout les pecs, moi. Ouais. J'ai l'impression qu'on m'étrangle. Et après, voilà, franchement, et tu le sens.
C'est pas le téléachat, le mec qui fait du fer à repasser. Je sais pas quoi, là. Il est là, où ils sont devant le film, vous avez vu, ils mettent des papillons. Ils sont là, ah, chérie, comment tu vas? Ils regardent une série Netflix et ça leur fait d'avoir des abdominaux. On vous certifie que ça fonctionne, on a des études, on a tout ce qu'il faut, on a tous les papiers possibles et inimaginables, parce qu'avec une contraction dite volontaire, j'aime pas ce mot, mais je le dis, voilà, ce sera plus facile pour vous comprendre, vous ne pourrez jamais atteindre ce que vous allez atteindre avec l'électrostimulation. Mais par contre, les gars, si vous venez, je vous fais faire un saut périlleux, parce que ça fait vraiment, c'est désagréable. Hein. Si vous voulez avoir des super résultats, c'est quand même assez désagréable. Je parle pour ce qui est développement. Ensuite, pour ce qui est de réathlétisation, réhabilitation, récupération, ça c'est encore autre chose, c'est d'autres protocoles. Ouais. Et après aussi, le problème qu'il y a eu avec l'électrostimulation, c'est qu'on a trop vendu ça comme une fin en soi. C'est un outil, comme tu dis souvent, parmi tant d'autres. Mais ça reste qu'un outil. Et il pourrait se suffire, hein. Moi je pense qu'il pourrait se suffire. Hein. Mais il pourrait se suffire, mais il faudrait que le mec, il n'ait pas, comment dire, qu'il n'ait pas de sensibilité. De sensibilité. S'il n'aurait pas de sensibilité, le mec il ferait juste des mouvements comme ça, dans le vide, avec l'électrostimulation, et tu peux lui envoyer plein pot, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas un être humain sur Terre qui peut supporter ça. Ça fait trop mal. Tu as l'impression que ton muscle va s'arracher. Mais théoriquement, je pense que ça pourrait, s'il fait des petits mouvements et tout, c'est qu'il fait comme des petites tractions et tout, mais en faisant l'électrostimulation, ou qu'il fait comme un petit développé couché barre à vide, et tu envoies la gouache, moi je pense que, j'ai vu des papiers d'ailleurs, hein. J'avais vu des résultats de fou. Mais des résultats, à la limite, c'était du dopage presque. Mais les mecs tenaient pas, quoi. C'est de la théorie ce que je vous dis. Je vous le mets sur les pecs, je vous mets au défi de tenir. Le seul que j'ai vu un peu tenir, c'était mon père, à l'époque, tu te rappelles. Mais je sais pas combien il a fait. Mais il a fait une séance, hein. Le lendemain, il ne pouvait plus, il était paralysé. Mais voilà, donc, non. Et après les 20 minutes, 4 heures, etc. Oui, voilà, ça. C'est vrai qu'il y avait... Et nous, quand on a acheté les tenues, on nous a vendu comme ça. Parce que les tenues coûtent une fortune. On nous a dit, oui, mais 20 minutes, ça fait 4 heures. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que ça. Parce que ça veut rien dire déjà de faire 4 heures de sport. Donc voilà, un outil très intéressant. On vous fera une vidéo et on fera un entraînement avec. Hein. Je t'enverrai la dose. C'est toi qui le feras, moi je fais rien du tout. Baptiste, 99. Encore un travail de qualité, merci. Que pensez-vous des exercices avec masse trainer par exemple? Est-ce que ça ne place pas trop de contraintes au niveau des épaules? En fait, il se réfère au bouquin de Gunjil et de la bière. Ah, le coup de masse. Merci beaucoup. Le coup de. Oui, mais même, je pense qu'il parle de les masses, tu sais, la batte qu'on a là aussi. Ah, la batte en excentrique. Voilà, aussi, je pense, ouais. Je pense qu'il parle. On englobe tout, on peut tout englober. Il sera bien dans un pneu, je pensais. Non, les deux, non, je pense qu'il parle de deux. On va parler des deux. Bah, le masse, c'est donc ceux qui tapent sur les pneus, vous savez, hein, donc c'est des mouvements balistiques. Voilà, et après, c'est des masses, vous savez, c'est. Comment ça s'appelle? Les club bell, non? Non, on en a deux. Ouais. Masse bell, non? Je sais plus comment ça s'appelle. L'appellation. Masse bell ou club bell, bon, me fait un peu importe, vous avez bien compris. Nous, on a une. On a des baseball ultra lourdes. Voilà, c'est ça. Donc ça fait une tige, au milieu ça fait un rond, donc ça fait comme une massue, quoi. Et après, on a l'un, c'est comme une batte de baseball, en fait. Et du coup, oui, c'est vrai que le problème, c'est pas l'outil en soi. L'outil peut être vraiment pertinent, surtout pour travailler tous les muscles rotateurs, de l'oblique interne et externe. C'est vachement intéressant, surtout pour nos disciplines. Même au sol, tu as fait tout un travail, toi, pour le grappling, pour recomposer la garde, etc., que tu es vachement bien. Mais par contre, c'est vrai que les mecs, comme ils le pratiquent des fois sur Internet, ils tournent dans tous les sens et tout. Tu m'étonnes que Gunjin et tout, ils y vrillent quand ils aient vu ça. Ça met des telles contraintes, t'imagines pas. Là, j'avais vu, je sais pas si j'avais pas vu un mec se faire une rupture totale ou partielle du nerf suprascapulaire. Le mec, il avait tous les muscles de la partie médiale du trapèze qui étaient atrophiés, du coup. Après, c'est comme tout, ça peut être bien, mais il faut prendre une bonne charge, adaptée. Enfin, après, surtout les masses. T'as pas 20 000 poids en général. Enfin, c'est dur en plus. Ouais, après, c'est un outil qui peut être pertinent et incorporé dans une programmation, surtout pour l'excentrique, je trouve, moi. Un petit côté ludique en plus. C'est un côté ludique, mais pour l'excentrique. Après, il y a des mouvements, qui sont difficiles à reproduire avec une haltère. Et après, pour tout ce qui est les mouvements qu'on voyait faire Fedor et tout, etc. à l'époque, c'était des mouvements, c'était pas Van Dalle et tout. Parce qu'en fait, c'était parce que tu peux créer de l'intention, et comme tu tapes sur un pneu, mais tu peux aller au maximum de l'intention, donc tu inhibes certains réflexes. Non plus, comme c'est amorti par le pneu. Voilà, tu peux inhiber certains réflexes préventifs, et c'est ce qui ferait que ça t'améliorerait. Mais au final, je ne sais pas trop, franchement. Il faut pas se prendre la base dans la tronche. Et surtout, je ne sais pas si c'est vraiment réellement bénéfique. Mais il y a une piste de réflexion
à étudier. De toute façon, tout ce qui est balistique, ça peut être vachement pertinent et intéressant si c'est bien incorporé. Donc voilà. Maintenant, c'est sûr que tes épaules, si tu as des problématiques aux épaules, ne t'aventure pas avec ça, parce que là, tu risques de le payer. Déjà que c'est dur, les épaules, alors... Selon vous, c'est Algueri Dante, toujours de bonnes questions, lui. Yeah. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile dans la préparation physique? Il y a plein de trucs. Bonne question, ça. Le plus dur, c'est-à-dire quand tu fais la prépa ou... Dans la préparation, le plus difficile, la préparation physique. Parce que quand on fait un programme de préparateur physique, je sais pas, non, la prépa physique de mec. Ou quand on fait de la prépa physique. Non, je pense pas. Je pense qu'elle est plus poussée, sa question. La préparation physique, ouais, c'est d'établir une individualisation. Ouais, peut-être ça, ouais. Je pense que c'est ça. C'est ça le plus dur. C'est individualiser. C'est trouver, créer le puzzle, quoi. C'est créer le puzzle. C'est-à-dire, vous nous envoyez un profil. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup de protocoles. On a des protocoles pour les gauchers, les droitiers, les grands, les petits, les rugbyman, les boxeurs, etc., etc. Donc après, maintenant, on a quand même beaucoup on a énormément de données empiriques. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous. Mais le plus long, c'est de créer le puzzle. C'est-à-dire, on reçoit un dossier, on voit, on analyse le mec avec Fred, on regarde ça, et après, on doit choisir, on doit dire, 3 programmations pour le mec, ou 4 ou 5, peu importe. Et à ce moment-là, il faut que tout s'emboîte. Et c'est là où c'est vrai que c'est dur. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit logique, que tout aille dans la direction, il faut que ça soit aussi en corrélation avec ses objectifs, en corrélation aussi et en adéquation avec le contexte dans lequel il évolue. Est-ce qu'il a du matos, est-ce qu'il en a pas, où il s'entraîne, combien de temps il peut s'entraîner. C'est ça le plus dur en préparation physique. Parce que pas tout le monde a du matos, hein. Pas tout le monde a même accès à une salle, des fois. Il y en a qui ont des petits home gym avec pas grand chose. Et il y en a qui peuvent nous consacrer que 2 séances par semaine, d'autres qui peuvent en faire plein. Il y a tout ça à prendre en compte. Hein. C'est ça c'est pour ça que c'est très dur d'adapter au contexte. Je pense que c'est ça le plus dur en prépa physique. Ouais. C'est d'arriver à adapter au contexte de l'individu et à ses objectifs et arriver à faire un super truc, quoi. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'après au final chaque profil est différent, chaque personne a des objectifs différents, donc du coup et sinon pour répondre à la question sur la préparation physique, quand tu c'est prendre du plaisir à faire ça. C'est la croyance, c'est l'adhésion. Moi je le dis toujours, c'est le plus important. Mais ça, je ferai une vidéo sur ça parce que ça aussi c'est un sujet très intéressant. Ça, pour moi, c'est le plus important de tout. Le reste, après, c'est facultatif. C'est la croyance, c'est l'adhésion. Ça, c'est le plus important, les amis. C'est vraiment, hein, si vous ne croyez pas en ce que vous faites, hein, on peut vous faire le meilleur entraînement du monde, ça ira pas. Les amis, on en a fini. On a reçu le prototype du t-shirt. Fred, on a reçu un cadeau aussi. Ah oui. Que tu voulais partager. Il est où? Donc on vous partage. Montre-le parce qu'il est énorme. Montre-le, pose-le à plat à côté de tes mains. Et bon, c'est la sueur. Ils ont été très gentils. Ils nous ont fait une super dédicace. Ils regardent toutes nos vidéos. Ils ont dit c'est bien, c'est cool. Et franchement, c'est un livre de dingue. Si vous l'avez vu, franchement, je sais pas combien de temps ils ont mis pour faire ça. Hein. Ah, ça fait fou. Nous, quand on voulait écrire un truc, on a dit on écrit rien du tout. Non, voilà, franchement, c'est un boulot de monstre, je sais pas, enfin, c'est du vrai journalisme. Hein. Là, Guillaume, Rust et Chris, ils ont fait un travail. C'est du véritable journalisme, pardon. Nous, on est des préparateurs, et en tout cas, là, on l'a vraiment compris. Hein. Ils nous ont donné de leçons. Impressionnant, parce que tu te rappelles qu'on avait voulu écrire un e-book et on avait fait un e-book, ouais. Mais c'était pendant le confinement. Non, là, c'est. Vous avez pris un temps de malade pendant le confinement. C'est pendant le confinement en plus. Franchement. Non, du coup, vraiment, le livre est exceptionnel. Si vous aimez le MMA, c'est un beau cadeau de Noël, je trouve. Franchement, c'est pas parce qu'ils nous l'ont donné. Hein. Pareil, hein, il est énorme le livre. Surtout la qualité. Moi, je pensais, quand je l'avais vu en photo, il paraissait plus petit en photo. Vraiment petit. Ouais. Et là, regardez, hop, je sais pas si vous voyez. Voilà, pour vous donner une idée d'une main ou pour vous donner une idée à côté d'un gant. Ouais. Je sais pas si vous vous rendez compte, même le gant, il fait la largeur du livre. Il est énorme, le bouquin. Donc vraiment un super livre, il pèse 2 tonnes. Ah, c'est un beau cadeau, on les remercie. Ouais. Et pour améliorer votre culture du MMA, parce que des fois on a des gens à la salle. Et ils connaissent pas. J'ai la lumière dans les yeux, les gars, je vous vois plus. Enfin, même des fois des combattants. Des combattants, ouais, qui ne savent pas. On est étonné des fois par leur manque de culture de MMA. Et ça fait pas partie du truc. T'as pas besoin de savoir qui était fait d'or pour combattre dans une cage, mais c'est quand même dommage de passer à côté de la globalité du truc. Alors que ce livre, franchement, t'as tout dedans. Tu peux non, franchement, ça retrace un peu l'histoire, comment c'est passé, les plus grands athlètes de cette discipline et tout. Ouais.
Si vous êtes passionné par ce sport, c'est un bel ouvrage, franchement, ça fait un peu comme une petite encyclopédie. Ouais, c'est une encyclopédie, ouais. Mais vraiment, c'est génial, donc je les félicite. Et ça fait plaisir, surtout qu'ils reconnaissent notre travail. Franchement, c'est cool. Ils étaient déjà venus, vous le savez. Ils ont fait un livre magnifique, les gars, franchement. Non, voilà. Donc, bravo les amis, et n'hésitez pas à le prendre pour Noël. Et c'était un petit clin d'œil. Les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, pensez à nous poser des questions, on y répondra, avec plaisir. Et on a reçu des prototypes aussi, des t-shirts, mais on vous les présentera dans une vidéo bientôt. Ouais, A très vite les amis, passez une bonne journée.